Bonsoir voyageurs des rêves, je suis Murméor, et ce soir je vous raconte l'une des énigmes les plus troublantes du XXe siècle, le mystère du col Dyatlov. Une histoire inspirée de faits réels, reconstruite à partir de documents, de témoignages et des éléments connus de cette affaire. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous murmurer cette histoire. Il existe dans le nord de l'Oural une montagne que les Mandsis n'ont jamais aimée. Ils l'appellent Rolatziagel. Dans leur langue, cela signifie montagne des morts. Ils ne racontent pas pourquoi, ils s'en tiennent simplement à distance. En février 1959, 9 jeunes gens ont installé leur tente sur son flanc. Ils s'étaient expérimentés, préparés, méthodiques. Ils ne sont jamais redescendus vivants. Ce que nous savons de cette nuit-là repose sur des traces de pas dans la neige, des carnets interrompus au milieu d'une phrase, des pellicules photographiques développées après la mort de ceux qui les avaient prises, des rapports d'autopsie rédigés par un médecin légiste dans une morgue de l'Oural au printemps 1959, et plus de 60 ans plus tard, des équations de physique des avalanches couchées sur le papier par des chercheurs suisses. Ce que nous ignorons tient lui aussi en quelques lignes. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé à l'intérieur de cette tente, au milieu de la nuit du 1er au 2 février 1959. Personne n'a vu ce que les 9 randonneurs ont vu ou ont cru voir avant de trancher la toile et de sortir dans le froid. Ce récit ne cherchera pas à combler ce silence. Il suivra pas à pas ce que les archives, les enquêtes et les études scientifiques ont permis d'établir. Là où subsiste un doute, ce doute sera nommé. Là où plusieurs interprétations s'affrontent encore, elles seront présentées côte à côte, sans qu'aucune ne soit imposée comme une vérité. Le massif de l'Oural où se situe Rolatziagel est une région de colonnes arrondies, dépourvue de véritables sommets escarpés, mais balayée par des vents d'une violence particulière. L'hiver y installe des températures qui descendent régulièrement en dessous de moins 30 degrés, parfois au moins 40 degrés. La neige, poussée par le vent, s'accumule en congères irrégulières, tandis que de larges pentes de versants restent presque nus, raclés par les rafales. La nuit polaire y est longue. Le silence en dehors du vent y est presque total. C'est dans ce paysage que se déroule l'histoire que nous allons suivre. L'histoire commence loin de la montagne. Elle commence dans une ville industrielle de l'Oural en plein hiver soviétique. En 1959, l'Union soviétique a 10 ans de reconstruction d'après-guerre derrière elle, et Nikita Khrouchtchev est à sa tête. Le pays s'apprête à célébrer le 21e congrès du Parti communiste. C'est aussi une époque de fierté technique et scientifique. 2 ans plus tôt, Spoutnik a été mis en orbite. Le sport, la discipline collective et l'endurance physique occupent une place importante dans l'éducation de la jeunesse soviétique, en particulier au sein du Komsomol, l'organisation de la jeunesse communiste. Dans ce contexte, la randonnée hivernale en haute montagne n'est pas un simple loisir. C'est une activité encadrée, notée selon un système officiel de catégories de difficulté, sous l'autorité des fédérations sportives soviétiques. La catégorie 3, la plus exigeante à l'époque, impose un parcours d'au moins 300 km en conditions hivernales extrêmes, sans assistance extérieure. La réussir permet d'obtenir une certification reconnue par les instances sportives soviétiques, une distinction recherchée par les étudiants les plus expérimentés. C'est à l'Institut Polytechnique de l'Oural, à Sverdlovsk, aujourd'hui Yekaterinbourg, que se forme le groupe qui entreprendra cette expédition. L'Institut compte un club de randonnée actif, où des étudiants organisent régulièrement des sorties en montagne, l'été comme l'hiver, et se transmettent d'une promotion à l'autre les techniques de survie en milieu froid. Les conditions de vie des étudiants soviétiques à cette période sont très modestes. Dortoirs partagés, rationnement du matériel, entraide organisée pour l'équipement,
entraînement physique régulier encouragé par les instances du Komsomol. Ces expéditions représentent pour nombre d'entre eux un accomplissement personnel autant qu'une performance sportive et l'occasion de tisser des amitiés durables au sein d'un groupe restreint. L'expédition projetée pour janvier 1959 doit, selon les documents conservés, être dédiée symboliquement au 21e anniversaire du congrès du Parti communiste, qui doit se tenir durant cette même période. Ce type de dédicace courant à l'époque pour les entreprises sportives ou scientifiques d'envergure ne modifie en rien la préparation stricte et technique du parcours. C'est dans ce club que se distingue un étudiant en radiotechnique de 23 ans, réputé pour son sérieux et sa rigueur dans la préparation de chaque sortie. Il se nomme Igor Dyatlov. Il est décrit par ceux qui l'ont connu comme un jeune homme méthodique, peu porté aux effets et attaché à la précision technique. Il a déjà conduit plusieurs expéditions en Oural avant celle de 1959. Il s'est fait connaître au sein de l'Institut pour sa maîtrise du matériel. Il conçoit lui-même certains équipements, dont un modèle de poêle portatif destiné à chauffer la tente du groupe durant la nuit. Cette réputation de rigueur lui vaut la confiance de ses camarades lorsqu'il propose, à l'automne 1958, de constituer un groupe pour une expédition de catégorie 3 vers le mont Otterton, un sommet situé dans le nord de l'Oural. Le nom même de la montagne, dans la langue mansi, signifierait, selon certaines traductions, n'y allez pas. D'autres traducteurs contestent cette lecture. Mais le dossier documentaire ne permet pas de trancher cette question de manière certaine. Autour de Dialov se rassemble un groupe de 9 personnes, presque tous étudiants ou jeunes diplômés de l'Institut Polytechnique. Zinaida Kalmokorova, 22 ans, est l'une des 2 femmes du groupe. Ses camarades la décrivent comme énergique et sociable, animée d'un goût prononcé pour la vie collective des expéditions. Son journal de bord, retrouvé après le drame, témoigne d'une attention constante portée à l'ambiance du groupe et à la camaraderie entre ses membres. Elle consignait avec soin les petits événements du quotidien de la marche. Yudry Doroshenko, 21 ans, complète le groupe des étudiants les plus jeunes. Les archives disponibles livrent peu de détails biographiques précis à son sujet, en dehors de sa participation active à la vie du club de randonnée de l'Institut et de sa présence lors de précédentes expéditions du groupe. Yuri Krivonichenko, 23 ans, a déjà obtenu son diplôme et travaille au moment de l'expédition. Il est employé sur un site industriel appelé Mayak, un complexe nucléaire fermé situé dans la région de Tcheliabinsk. Ce détail biographique prendra, plus tard dans ce récit, une importance particulière. Ses camarades le décrivent comme un joyeux compagnon de route, capable d'écrire des vers pour distraire le groupe durant les longues marches et de composer de petites chansons entonnées le soir une fois le campement installé. Alexandre Kolevatov, 24 ans, étudie la physique nucléaire. Il est décrit comme réfléchi et plutôt discret, par contraste avec le tempérament plus expansif de certains de ses camarades, mais il est tout aussi expérimenté que dans la pratique de la randonnée hivernale. Rousten Slobodin, 23 ans, jeune ingénieur diplômé en électrotechnique, est présenté dans les témoignages comme quelqu'un de solide et de fiable, sur qui le groupe pouvait compter dans les moments les plus exigeants du parcours. Nikolai Thibault-Brignol, 23 ans, étudie le génie civil. Son père, communiste français, a été exécuté durant les répressions staliniennes, et Nikolai lui-même est né dans un camp destiné aux prisonniers politiques. Malgré cette histoire familiale douloureuse, ses proches le décrivent comme un camarade attentif et affable, prompt à aider les membres les plus fatigués du groupe, à porter leurs charges ou à ajuster leur équipement. Selon un témoignage rapporté, il aura annoncé à sa mère que cette expédition serait la dernière qu'il entreprendrait. Ludmila Dubinina, 20 ans, étudie l'économie. Elle est présentée comme une personnalité déterminée et énergique, ayant déjà survécu avant cette expédition à un accident de chasse survenu lors d'une sortie antérieure. Semyon Zolotaryov, 38 ans,
est le doyen du groupe. Ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, originaire des Cosaques du Kouban, il prépare au moment de l'expédition une certification d'instructeur de ski et de randonnée dans le cadre de sa formation professionnelle. Les documents disponibles décrivent comme le membre le plus énigmatique du groupe. Peu d'éléments biographiques précis subsistent à son sujet, en dehors de son parcours militaire et de sa spécialisation sportive. Et sa présence dans cette expédition en particulier reste pour certains chercheurs un point encore mal expliqué, sans que rien dans les sources ne permette d'y voir davantage qu'une coïncidence de calendrier. Enfin, Yuri Yudin, 21 ans, complète l'équipe initiale des 10 personnes. Il jouera dans les jours qui suivent un rôle décisif, non par une action, mais par son absence. La préparation de l'expédition s'étend sur plusieurs mois. Le groupe rassemble le matériel nécessaire à un mois d'autonomie hivernale. Une tente collective en toile, conçue pour accueillir l'ensemble des membres côte à côte à l'intérieur d'un même espace. Des sacs de couchage, des skis en bois, des vêtements chauds superposés en plusieurs couches, des réserves de nourriture calculées au bois près, un appareil de chauffage portatif conçu par Dialov lui-même pour économiser l'énergie durant les nuits les plus froides, plusieurs appareils photographiques et les carnets destinés à consigner la progression du groupe jour après jour. Chaque membre se voit attribuer une charge à porter, répartie selon son expérience et sa condition physique. L'itinéraire prévu doit conduire les 10 marcheurs à Sverdlovsk jusqu'au village de Vijay, dernier point habité avant la zone sauvage, puis à ski vers le sommet du mont Otterton, avant un retour par un tracé légèrement différent, destiné à faire découvrir au groupe une portion supplémentaire du massif. Le parcours total représente environ 300 km en autonomie complète, dans des conditions hivernales où les températures peuvent descendre bien en dessous de -30 et où le vent, sur les crêtes dégagées, peut rendre la progression particulièrement pénible. Le 23 janvier 1959, le groupe quitte Sverdlovsk en train. Il atteint la ville d'Itvel 2 jours plus tard, puis rejoint Vijay par camion. De ce village, les 10 marcheurs s'enfoncent à ski dans la vallée de la rivière Auspia en direction du nord. Les journaux de bord et les photographies retrouvées après le drame permettent de reconstituer les premiers jours de la progression. Le groupe avance en bonne condition, à ski, tirant ou portant son chargement selon la configuration du terrain. Les carnets décrivent les haltes, la répartition des tâches entre les membres, quelques plaisanteries échangées le soir autour du poêle et les conditions météorologiques rencontrées chaque jour. Vent, neige, température relevée au fil de la marche. Les photographies montrent des silhouettes progressant en file, ski au pied, sur des étendues de neige ininterrompues, sous un ciel généralement dégagé durant ces premiers jours. Le 28 janvier, Yuri Yudin, souffrant d'une douleur au dos que les archives identifient comme une sciatique, doit renoncer à poursuivre l'expédition. Il rebrousse chemin seul, quittant ses 9 camarades à un point situé à plusieurs jours de marche. Ce contretemps, anodin en apparence, lui sauvera la vie. Il restera jusqu'à sa mort en 2013, le seul membre du groupe de 10 à avoir survécu, et consacrera une partie des décennies suivantes à participer aux commémorations organisées en mémoire de ses camarades. Les 9 marcheurs restants poursuivent leur progression vers le nord. Le 31 janvier, ils atteignent une vallée boisée où ils s'entreposent, selon la pratique courante de ce type d'expédition, une réserve de nourriture et de matériel destinée à alléger leur charge pour la poursuite du parcours et à leur permettre de se ravitailler lors du trajet retour. Ce dépôt, appelé la base, sera retrouvé intact par les secours plusieurs semaines après. Le 1er février, le groupe entame l'ascension en direction du col qui sépare 2 sommets, dont le mont Otterton. La météo se dégrade au cours de la journée. Les traces retrouvées plus tard ainsi que les dernières photographies prises par les membres du groupe indiquent une visibilité réduite et un déplacement rendu plus difficile par le vent. Selon la reconstitution
de ces indices, les marcheurs se seraient légèrement écartés de l'itinéraire initialement prévu, dérivant vers l'ouest, jusqu'à se retrouver sur le versant d'une montagne appelée Rolatziagel, plutôt que dans la zone boisée où ils avaient probablement l'intention de camper ce soir-là. Les raisons précises de cet écart ne sont pas documentées avec certitude. Les archives permettent seulement de constater que le campement du 1er février a été établi à cet endroit, sur un flanc dégagé et exposé au vent, loin de la protection encore offerte de la forêt. Vers 17h ce 1er février, le groupe installe sa tente sur ce versant. C'est la dernière image dont nous disposons de l'expédition vivante. Une photographie montre des silhouettes en train de creuser une plateforme dans la neige pour stabiliser l'installation du campement. Une découpe pratiquée directement dans la couche de neige du versant, dont l'importance n'apparaîtra que des décennies plus tard, à la lumière des études scientifiques les plus récentes. Le versant choisi ce soir-là ne présente ni arbre ni relief pour couper le vent. Autour de la tente, il n'y a que de la neige. Le ciel bas de l'hiver, le silence propre à ce type d'altitude, seulement rompu par les rafales de vent. Le campement le plus proche, celui de la vallée boisée où le groupe avait laissé son dépôt de vivres la veille, se trouve à plusieurs kilomètres en contrebas. Aucune trace écrite, aucune photographie ne documente les heures suivantes. Ce que le groupe a fait ce soir-là, entre son installation et la nuit, demeure inconnu. Le plan de marche prévoyait qu'un télégramme serait envoyé au club sportif de l'Institut dès le retour du groupe à Vijay, aux alentours du 12 février. Les délais de plusieurs jours n'étant pas rares pour ce type d'expédition, l'absence de nouvelles ne suscite d'abord aucune inquiétude particulière. Ce n'est qu'à partir du 20 février, soit d'une semaine après la date prévue, que les familles et les responsables du club sportif, sans nouvelles, réclament l'organisation de recherche. L'Institut Polytechnique mobilise dans un premier temps des étudiants volontaires et des enseignants, familiers du massif et de ses conditions hivernales. Très vite, l'armée et la milice locale se joignent aux opérations, avec l'appui de moyens aériens, dont plusieurs survols destinés à repérer une trace du groupe sur les versants environnants. Les recherches s'organisent dans des conditions particulièrement difficiles. Le froid, la neige abondante, l'éloignement de la zone et l'absence de voies d'accès ralentissent considérablement la progression des équipes au sol. Plusieurs jours sont nécessaires aux premières équipes pour seulement atteindre le secteur où le groupe est supposé être passé, avant même de pouvoir entamer une exploration méthodique du terrain. Le 26 février, un étudiant nommé Michael Jaravin, membre d'une des équipes de recherche, aperçoit un angle de toile dépassant de la neige sur le versant de Rolatziagel. C'est la tente du groupe Dialov. La tente est retrouvée à moitié affaissée, en partie recouverte par la neige. Elle est orientée de manière à offrir une certaine protection contre le vent dominant. Son examen révèle qu'elle a été tranchée depuis l'intérieur, à plusieurs endroits, à l'aide d'un instrument coupant. À l'intérieur, les secours retrouvent la quasi-totalité des effets personnels du groupe. Les manteaux, les chaussures d'hiver, une carte, une gourde contenant de l'alcool, un morceau de lard destiné à la nourriture. Rien n'indique qu'une fouille ou un pillage. Les objets sont disposés comme s'ils avaient été simplement abandonnés en l'état. Autour même de l'emplacement de la tente, les sauveteurs ne révèlent presque aucune empreinte exploitable. Le groupe avait, en installant son camp, entassé la neige déblayée tout autour de la toile, et le vent, en 3 semaines, avait suffi à effacer les traces les plus proches. Ce n'est que plusieurs dizaines de mètres plus bas, là où la neige était mieux protégée, que les sauveteurs retrouvent une longue file d'empreintes bien conservées. Ces traces de pas s'éloignent de la tente en direction de la lisière de la forêt, environ 1,5 km plus bas sur le versant. Les témoignages des sauveteurs présents ce jour-là, consignés dans le dossier d'enquête, décrivent des empreintes régulières, espacées comme celles d'une marche et non pas comme celles d'une course précipitée.
Certaines de ces empreintes sont celles de pieds nus, d'autres de pieds chaussés uniquement de chaussettes, d'autres encore d'une seule chaussure de feutre appelée valanqui. Le nombre exact de trajectoires distingue 8 ou 9 selon les relevés, n'a pu être établi avec certitude par les témoins. Ces traces s'interrompent avant d'atteindre la lisière, la neige plus ancienne ayant été recouverte par le vent et les chutes récentes. Aucune trace ne suggère la présence, autour de la tente, d'une tierce personne. C'est en suivant la direction indiquée par ces empreintes que les secours découvrent, en premier lieu, les corps de 2 membres du groupe à proximité d'un grand cèdre en lisière de bois. Yuri Krivonichenko et Yudri Doroshenko. Les 2 hommes sont retrouvés partiellement vêtus, à même le sol, non loin des restes d'un petit feu. L'examen de l'arbre révèle des branches cassées jusqu'à une hauteur de plusieurs mètres, ce qui suggère que l'un ou l'autre des 2 hommes a grimpé dans le cèdre, sans que les documents ne permettent d'en préciser la raison exacte. Entre le cèdre et la tente, à des distances différentes les unes des autres, les secours retrouvent ensuite les corps d'Igor Dyatlov, de Zinaïda Kolmokorova et de Roustem Slobodine. Leur position échelonnée sur le trajet de retour vers le campement laisse penser qu'ils tentaient de rejoindre la tente au moment de leur mort. Kolmokorova et Slobodine sont parmi les 5 premiers corps retrouvés, les seuls à porter un habillement plus complet. Kolmokorova présente une ecchymose allongée sur le flanc. Slobodine présente une fracture du crâne, sans que cette blessure n'ait, selon le rapport médical, été la cause directe de son décès. L'examen du cèdre et de l'espace environnant permet également de relever les restes d'un feu de faible ampleur, insuffisant selon les constatations des secours, pour avoir procuré une chaleur durable aux 2 hommes qui s'y trouvaient. Aucun élément du dossier ne permet de déterminer avec certitude combien de temps ce feu a brûlé, ni pourquoi il n'a pas été alimenté davantage, alors que la forêt environnante aurait pu fournir du bois supplémentaire. Ces 5 premiers corps sont retrouvés entre le 26 février et le début du mois de mars 1959, au terme de plusieurs jours de recherche menés au sol par les équipes de secours, aidés par endroits de ski et de perches de sondage. Les 4 membres restants du groupe demeurent introuvables durant plusieurs semaines. Les recherches se poursuivent malgré la fonte progressive de la neige, mais sans résultat. Ce n'est que début mai, soit plus de 2 mois après la découverte de la tente, qu'ils sont enfin localisés, à l'aide de sondes, sous plusieurs mètres de neige accumulée dans un ravin, à une 60aine de mètres en contrebas du cèdre, dans le lit d'un petit cours d'eau recouvert par l'hiver. Il s'agit d'Alexandre Kolevatov, de Nikolai Thibaud-Brignol, de Semyon Solotaryov et de Ludmila Dubonina. Ces 4 corps se distinguent nettement des 5 premiers par leur habillement. Ils sont vêtus de manière plus complète, portant par endroits des vêtements appartenant visiblement à d'autres membres du groupe. Solotaryov porte ainsi le manteau et la chepka de Dubonina. Le pied de Dubonina est enveloppé dans un morceau de pantalon en laine ayant appartenu à Krivonichenko. Kolevatov porte une combinaison ayant appartenu à Doroshenko. Cette répartition suggère, selon l'interprétation généralement admise, que les vêtements des premiers membres décédés ont été récupérés par les survivants pour tenter de se protéger du froid. Une pratique documentée dans d'autres cas d'hypothermie collective en milieu extrême. L'endroit précis où ces 4 corps sont retrouvés retient particulièrement l'attention des enquêteurs. Le lit du ruisseau, recouvert par plusieurs mètres de neige accumulée durant l'hiver, ne pouvait pas être identifié comme tel depuis la surface. Rien dans les traces relevées en février n'indiquait que des membres du groupe s'étaient aventurés jusqu'à cet endroit. Ce n'est que la fonte progressive du printemps, réduisant peu à peu l'épaisseur de neige accumulée, qui permet aux équipes de recherche, à l'aide de sondes métalliques enfoncées systématiquement dans le sol, de repérer la présence des corps
sous plusieurs mètres de neige compactée. L'examen médical des 9 corps est confié au docteur Boris Vrozodeny à la morgue d'Itvel. Ses conclusions versées au dossier d'enquête distinguent nettement 2 catégories de décès. 6 des 9 victimes, Dialov, Kolmogorova, Slobodin, Doroshenko, Krivonichenko et Kolevatov, sont mortes d'hypothermie. Leur corps présente les signes caractéristiques d'une exposition prolongée au froid extrême. Une teinte orangée de la peau, un blanchiment des cheveux, décrits dans le rapport comme des modifications post-mortem liées au froid et non comme des marques de violence. Les 3 autres corps présentent des blessures d'une toute autre nature. Thibaut Brignol souffre d'une fracture importante du crâne. Toubinina et Zolotaryov présentent chacun de multiples fractures des côtes, avec des lésions internes qualifiées par le médecin légiste de comparables en intensité à celles provoquées par un accident de la route. Dans les 3 cas, ces fractures ne s'accompagnent d'aucune plaie externe correspondante, aucune trace de coup, aucune marque de lutte n'apparaît sur la peau. Le rapport précise que la force nécessaire pour provoquer de telles lésions dépasse ce qu'un être humain pourrait exercer à main nue. Le corps de Doubounina présente par ailleurs l'absence de la langue, des yeux et d'une partie des lèvres. Cette observation, largement reprise et parfois déformée dans les récits ultérieurs sur l'affaire, a suscité de nombreuses spéculations. Le rapport d'autopsie et les analyses postérieures rattachent cette absence à un processus de décomposition, favorisé par le séjour prolongé du corps dans l'eau du ruisseau, ainsi qu'à une possible action d'animaux ou de rongeurs après le décès. Il ne s'agit, selon certaines interprétations médico-légales, ni d'une mutilation infligée du vivant de la victime, ni d'un acte de violence délibéré. Aucun élément du dossier ne permet cependant d'exclure totalement d'autres explications, et ce point reste, pour certains observateurs, l'un des aspects les moins définitifs établis par le dossier. Le rapport précise également l'heure approximative des décès, établie à partir de l'état des corps et du contenu de leur repas. Les 9 membres du groupe seraient morts dans un intervalle resserré, la nuit même de leur sortie de la tente ou dans les heures qui ont suivi, à l'exception possible de Krivonichenko et Doroshenko, dont la position près du sel laisse penser qu'ils ont survécu un peu plus longtemps que les autres membres avant de succomber au froid. Aucune trace d'alcool, aucune trace de substance toxique n'est révélée dans les analyses pratiquées sur les corps. Un autre élément retient l'attention des enquêteurs. Des analyses menées ultérieurement sur certains vêtements, notamment ceux de Dubinina et Kolevanov, révèlent un niveau de radioactivité supérieur à la normale. Ce constat nourrit au fil des années de nombreuses théories liées à une origine militaire ou nucléaire du drame. Les documents disponibles suggèrent une explication plus prosaïque, sans toutefois la confirmer de manière définitive. Yuri Krivonichenko travaillait, avant l'expédition sur le site industriel de Mayak, un complexe nucléaire, ayant connu 2 ans plus tôt, en 1957, un accident majeur de contamination radioactive. Certains de ces vêtements auraient pu conserver une trace de cette exposition professionnelle, trace ensuite transférée à d'autres membres du groupe par le partage des vêtements dans les circonstances déjà évoquées. Les manchons des lampes de Camping utilisées à l'époque, fabriquées avec un alliage au thorium, constituent une autre source possible de radioactivité, indépendante de toute activité militaire. Aucune analyse n'a permis d'établir un lien entre ce niveau de radioactivité et une explosion, un essai d'armes ou une contamination d'origine militaire. Les pellicules photographiques retrouvées dans l'appareil du groupe ont été développées après le drame. Elles couvrent l'ensemble du trajet, depuis le départ de Sviardovsk jusqu'à l'installation de la dernière tente. Elles n'en montrent aucune scène postérieure à cette installation. Les carnets de bord tenus par plusieurs membres du groupe s'interrompent au même moment, sans qu'aucune ligne ne laisse présager ce qui allait suivre. L'enquête officielle, dirigée par le procureur Lev Ivanov, envisage plusieurs pistes durant le printemps 1959, dont
dont celle d'une agression commise par des membres du peuple Mansi, dont plusieurs campements se trouvent dans la région. Cette hypothèse est rapidement écartée, aucune trace de présence humaine étrangère au groupe n'étant révélée autour de la tente ou sur le trajet emprunté par les victimes. Et l'intensité des blessures constatées sur 3 des corps est jugée par les experts incompatible avec une agression exercée par un ou plusieurs individus. L'enquête recueille par ailleurs les dépositions de plusieurs des sauveteurs, des membres de la famille des victimes et des responsables de l'Institut Polytechnique. Ces dépositions versées au dossier portent principalement sur la préparation matérielle de l'expédition, sur l'expérience des marcheurs et sur les circonstances de la découverte des corps, sans qu'aucune ne livre d'éléments permettant d'expliquer directement les causes du drame. L'enquête se clôt en 1959 sur une formule volontairement prudente. Les 9 membres du groupe seraient morts des suites d'une force naturelle irrésistible. Aucun responsable n'est identifié. Le dossier complet est classé, versé à des archives dont l'accès demeure restreint pendant plusieurs décennies, et la zone du drame est fermée aux expéditions touristiques pendant environ 3 ans. Cette formulation volontairement vague laissera un vide que de nombreuses théories chercheront à combler dans les décennies suivantes. La zone du massif où s'est déroulé le drame demeure fermée aux randonneurs pendant environ 3 années après les faits, une décision que les documents disponibles attribuent aux autorités locales, sans qu'une justification réelle n'ait été rendue publique à l'époque. Ce silence administratif, combiné à la formule vague retenue par l'enquête et au classement du dossier dans des archives longtemps inaccessibles, contribuera durablement au climat de spéculation entourant l'affaire. En 1999 est fondée à Yekaterinbourg une association consacrée à la mémoire du groupe Dialov. Cette fondation œuvrera par la suite à la préservation des archives disponibles et à l'organisation d'expéditions commémoratives sur le site. Plusieurs hypothèses se sont succédées pour tenter d'expliquer les événements de cette nuit du 1er au 2 février 1959. Elles ne se valent pas toutes sur le plan scientifique. Il convient donc de les présenter chacune pour ce qu'elles sont, son origine, ses arguments, ses limites. L'hypothèse de l'avalanche classique a été l'une des premières évoquées, avant d'être largement écartée par les premiers enquêteurs eux-mêmes. L'inclinaison du versant où était implantée la tente, mesurée après coup, est jugée trop faible pour permettre le déclenchement d'une avalanche au sens habituel du terme. Aucune trace de neige déplacée en masse n'a par ailleurs été observée par les secours, 25 jours après les faits. L'hypothèse d'une plaque de neige à déclenchement différé, en revanche, a connu un regain de crédibilité scientifique récent. Elle repose sur un mécanisme distinct de l'avalanche classique, une plaque de neige compactée par le vent, reposant sur une couche plus fragile, peut se détacher plusieurs heures après une perturbation initiale. Elle repose sur un mécanisme distinct de l'avalanche classique, une plaque de neige compactée par le vent, reposant sur une couche plus fragile, peut se détacher plusieurs heures après une perturbation initiale. En l'occurrence, la découpe pratiquée dans la pente par le groupe pour stabiliser sa tente. Ce mécanisme modélisé en 2021 par les chercheurs suisses, dans une étude publiée dans la revue Communications, Earth and Environment, permettrait d'expliquer plusieurs éléments du dossier. L'absence de traces visibles d'avalanche plusieurs semaines après les faits, la pente jugée trop faible pour un phénomène classique, et surtout la nature des blessures observées sur 3 des corps, comparable à celles provoquées par le poids d'une masse de neige compacte s'abattant sur des personnes allongées, sans nécessairement les ensevelir entièrement, ni endommager le sol sous la tente. Pour construire leur modèle, les 2 chercheurs suisses ont mobilisé des données rarement associées dans une même étude, des relevés topographiques précis du versant, des données historiques de vent et de température pour la nuit du 1er au 2 février 1959, des outils de simulation initialement développés pour l'industrie du cinéma d'animation, ainsi que des données médicales issues d'études sur les traumatismes thoraciques causés par des accidents de la route, utilisées pour estimer la masse de neige nécessaire à la production de fractures comparables
à celles qui ont été observées sur les corps de Dubinina, Solotaryov et Thibaut Brignol. Des expéditions menées en 2021 et 2022 sur le site ont par la suite permis de filmer pour la première fois les occurrences naturelles de ce type de plaque à cet endroit précis du massif, apportant un appui empirique supplémentaire au modèle des chercheurs suisses. L'hypothèse d'un phénomène météorologique local, en particulier un vent catabatique violent descendant de la crête, a également été avancée pour expliquer une sortie précipitée de la tente. Elle s'appuie sur les relevés de vents extrêmes, forts, caractéristiques de ce type de versant en hiver, mais peine à expliquer elle seule les fractures observées sur les corps retrouvés dans les ravins. L'hypothèse d'une origine infrasonore, popularisée notamment par certains ouvrages consacrés à l'affaire, avance qu'un phénomène aérodynamique appelé effet Karman, produit par le vent contournant le sommet voisin, aurait pu générer des infrasons capables de provoquer une sensation de peur intense et irrationnelle chez les occupants de la tente. Cette hypothèse reste et la communauté scientifique ne lui accorde pas le même niveau de crédibilité qu'aux études portant sur la neige. Cette hypothèse reste à ce jour spéculative. Elle n'a en effet l'objet d'aucune mesure directe sur le site au moment des faits et la communauté scientifique ne lui accorde pas le même niveau de crédibilité qu'aux études portant sur la neige. L'hypothèse d'une hypothermie dite paradoxale a également été avancée pour expliquer en partie l'état de déshabillement de certains corps. Ce phénomène, documenté par la médecine, désigne une sensation de chaleur intense, parfois ressentie par une personne en hypothermie sévère, sensation qui la pousse à retirer ses vêtements malgré le froid ambiant. Cette hypothèse pourrait expliquer certains éléments observés sur les corps retrouvés en aval, mais elle n'apporte à elle seule aucune explication à la sortie précipitée hors de la tente, ni aux fractures internes relevées sur droit des victimes. L'hypothèse d'un conflit avec les Mansi, déjà évoquée, a été examinée puis écartée par l'enquête de 1959 elle-même, faute de toute trace matérielle en ce sens. L'hypothèse d'une attaque animale a également été évoquée dans certains récits populaires. Elle ne trouve appui dans aucun rapport d'autopsie, qui ne révèle aucune trace de griffure ni de morsure sur les corps. L'hypothèse d'un lien avec des essais militaires secrets, qu'il s'agisse d'un tir de missile ou d'une arme expérimentale, s'appuie principalement sur la proximité de zones militaires fermées dans la région, ainsi que sur des témoignages tardifs évoquant des lumières apparues dans le ciel les nuits suivant le drame. Cette hypothèse a été examinée par l'enquête russe réouverte en 2019. Les lancements effectués depuis le polygone de Kapustin Yar durant cette période. Cette hypothèse a été examinée par l'enquête russe réouverte en 2019. Les lancements effectués depuis le polygone de Kapustin Yar durant cette période, souvent cités à l'appui de cette théorie, n'auraient pas été visibles depuis l'emplacement du campement selon les conclusions des enquêteurs. La théorie d'une explosion nucléaire a, de son côté, été explicitement écartée par les enquêteurs de 2019 et 2020. Faute de toute trace de radiation compatible avec un tel événement sur les effets personnels du groupe ou sur le terrain lui-même. Aucun élément matériel, aucune trace de choc, aucune trace de brûlure au sol n'est venue à ce jour étayer l'une ou autre de ces hypothèses d'origine militaire. En 2019, à la demande de proches des victimes relayées par la presse russe, le parquet de la région de Sverdlovsk rouvre officiellement le dossier. Cette nouvelle enquête ne retient dès le départ que des explications de nature strictement naturelle, écartant explicitement toute hypothèse criminelle, faute du moindre indice en ce sens. En juillet 2020, le procureur adjoint Andrei Koryakov présente les conclusions de cette réouverture. Selon cette version, le groupe aurait quitté précipitamment la tente en raison d'un risque de plaque de neige, se serait replié à une cinquantaine de mètres, derrière une ligne de rochers offrant une protection naturelle contre un éventuel glissement supplémentaire. Une décision qualifiée par le procureur de rationnelle, prise sans mouvement de panique, mais dans les conditions de visibilité de cette nuit-là, estimées entre 6 et 16 mètres selon cette même enquête, le groupe n'aurait ensuite plus été en mesure de retrouver l'emplacement exact de la tente. Contraint de redescendre
redescendre vers la forêt, les membres du groupe auraient allumé un feu au pied du cèdre, feu qui n'aurait brûlé qu'environ 1 heure et demie, avant que certains ne périssent d'hypothermie, tandis que d'autres tentaient enfin de regagner le campement. Cette reconstitution, aujourd'hui considérée par les autorités russes comme la version officielle et définitive de l'affaire, rejoint pour l'essentiel les conclusions indépendantes de l'étude scientifique suisse publiée l'année précédente. Elle n'a cependant pas mis fin aux interrogations. Plusieurs proches des victimes et certains chercheurs indépendants continuent de considérer cette version comme incomplète, estimant qu'elle n'explique pas avec une précision suffisante l'ensemble des circonstances de la nuit du 1er au 2 février 1959. Au fil des décennies, de nombreux récits consacrés à cette affaire ont privilégié les explications les plus spectaculaires. Engins volants non identifiés, créatures inconnues rôdant sur le versant, expérimentation militaire dissimulée, voire phénomènes surnaturels. Ces récits s'appuient le plus souvent sur des détails déformés ou sortis de leur contexte. La disparition de la langue et des yeux de Ludmila Dubina, par exemple, a longtemps été présentée comme une mutilation délibérée, alors que les rapports médico-légaux l'attribuaient à un processus naturel de décomposition en milieu aquatique. La radioactivité relevée sur certains vêtements a été interprétée comme la preuve d'un accident nucléaire, alors que l'explication la plus documentée renvoie simplement à l'activité professionnelle antérieure de l'un des membres du groupe. Les lumières aperçues dans le ciel par des témoins dans les jours qui suivent la découverte de la tente ont été associées au drame lui-même, alors qu'elles sont bien postérieures aux événements et qu'aucune source ne permet de les relier avec certitude à la mort des 9 randonneurs. Ces déformations successives ont contribué à construire autour de l'affaire une réputation de mystère insondable, entretenue par des décennies de récits qui se recopient les uns les autres, sans toujours revenir aux sources premières. Les rapports d'autopsie, les carnets des marcheurs, les minutes de l'enquête soviétique et plus récemment les publications scientifiques consacrées à la mécanique de la neige. Ce que les faits permettent d'établir avec certitude tient en quelques éléments. 9 jeunes gens expérimentés, correctement équipés, ont installé leur tente sur un versant dégagé du mont Kolat-Zyakl le 1er février 1959. Au cours de la nuit, ils ont tranché la toile de l'intérieur et sont sortis dans le froid, insuffisamment vêtus, pour les conditions qui régnaient à l'extérieur. Ils se sont dirigés à un rythme de marche et non à un rythme de course affolée, vers la lisière de la forêt, 1,5 km plus bas. Certains sont morts d'hypothermie. 3 autres ont subi des blessures internes graves, sans trace de coups portés par un être humain. Les corps des 4 derniers membres du groupe montrent qu'un partage des vêtements a eu lieu entre les survivants et ceux qui avaient déjà succombé. Ce que la science contemporaine considère aujourd'hui comme l'explication la plus solide tient également en quelques mots. Une plaque de neige à déclenchement différé, provoquée par la découpe faite dans la pente pour installer le campement, combinée à des conditions de visibilité quasi nulles qui auraient empêché tout retour vers l'abri. Entre ces 2 zones de certitude subsiste une zone que ni les archives soviétiques ni les modélisations suisses ne parviennent à éclairer entièrement. Le délai exact entre la sortie de la tente et l'éventuel événement déclencheur. La répartition précise des rôles au sein du groupe durant cette fuite dans le noir. Qui a décidé de grimper au cèdre? Qui a choisi de redescendre vers la tente? Et selon quel raisonnement? La raison pour laquelle certains membres, même placés en apparence pour survivre, sont morts avant d'autres. Ces questions ne trouvent à ce jour aucune réponse documentée, et rien n'indique qu'elles en trouveront une un jour. Ce qui demeure malgré tout hors d'atteinte des documents, ce sont les minutes précises de cette nuit. Ce que chacun des 9 membres du groupe a réellement perçu, ressenti ou décidé dans l'obscurité sur ce versant. Pourquoi certains ont grimpé dans le cèdre? Pourquoi d'autres ont entrepris de rebrousser chemin vers la tente, alors que même leurs camarades semblaient chercher refuge plus bas vers la forêt? Ce qui s'est dit ou ne s'est pas dit entre eux dans les instants qui
Le dossier reste sur certains points ouverts. La version retenue par le parquet russe en 2020 n'a pas été acceptée par l'ensemble des familles, ni par tous les chercheurs qui se sont penchés sur l'affaire au fil des décennies. Le mécanisme de la plaque à déclenchement différé, aussi solide soit-il sur le plan physique, reste un modèle reconstruit après coup, et non un fait observé en direct de cette nuit-là. Entre ce modèle et la réalité vécue par les 9 marcheurs, il subsiste nécessairement un espace que la science ne comble pas. C'est peut-être cet espace, plus que les détails eux-mêmes, qui explique pourquoi cette histoire continue, plus de 60 ans après les faits, d'occuper une place à part parmi les mystères du XXe siècle. Non pas parce que l'explication manque, mais c'est parce qu'elle ne pourra jamais être vérifiée par la seule voix qui aurait pu la confirmer avec certitude, celle des 9 personnes qui étaient là. Le mont Turton n'a jamais été atteint par le groupe Dialov. Le col qu'ils ont traversé cette nuit-là, sur ce versant nu balayé par le vent, porte aujourd'hui leur nom. L'histoire est maintenant terminée. Les murmures retournent dans le livre qui rejoint les rayons de la bibliothèque. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que votre sommeil soit doux et rempli de merveilles. Et souvenez-vous, les murmures veillent toujours sur votre sommeil. Si vous aimez ces voyages murmurés, rejoignez la bibliothèque de Murméor en vous abonnant